Bonjour à tous, pour cette nouvelle émission de Zoom 57, nous avons décidé de vous faire découvrir un lieu rempli d'histoire et de vestiges. Il s'agit du parc européen de Bliesbruck-Rheinheim dans la vallée de la Bliese, à la frontière franco-allemande. C'est l'occasion pour les visiteurs de vivre et partager les différentes étapes de la recherche, depuis la fouille jusqu'à la reconstitution minutieuse du passé. Mais avant de partir à la découverte de ce site, je vous propose de retrouver Vincent, qui je crois est déjà en bonne compagnie. Salut Vincent. Salut Laure, effectivement, je me trouve avec Jean-Paul Petit, conservateur et directeur du site. Monsieur Petit, bonjour. Pour mieux comprendre l'histoire de ce site, est-ce que vous pouvez nous dire comment il est né ? Nous sommes ici tout près du lieu de naissance, puisque derrière nous, nous avons des sablières. Et c'est dans ces sablières qu'ont eu lieu au début des années 70 les premières fouilles. Donc c'était des fouilles de sauvetage. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à cet endroit-là des murs, des puits qui sont apparus dans la coupe de la sablière. Les fouilles ont commencé donc sous la conduite de l'ancien directeur des fouilles, Jean Schaub. Et progressivement, donc Jean Schaub a été rendu sensible à l'importance de ce site. Et Jean Schaub a proposé au Conseil général de la Moselle d'acquérir ce site. Donc une certaine tranche de terrain a pu être acquis. De la même manière, du côté allemand, nos collègues allemands ont également commencé à fouiller. Là, on est au début des années 80. Et puis comme ça, nous avons collaboré de façon informelle ensemble. Et comme ça est née l'idée ici de faire un parc archéologique commun, parc archéologique autour de la frontière, puisque l'originalité du parc, c'est qu'il est traversé par la frontière franco-allemande, et c'est en fait cette frontière qui a été le lien et le catalyseur de ce parc archéologique. Donc on voyage sur combien d'époques ? Alors ici, on voyage en gros sur 2500 ans, donc depuis la fin de l'âge du bronze, donc vers 1200 avant Jésus-Christ, avec deux périodes principales, donc qui sont l'époque gauloise et puis l'époque gallo-romaine, et ça se termine en gros vers le 15e, 16e siècle, où le site est définitivement abandonné par l'homme. Vous l'avez dit tout à l'heure, ces fouilles se poursuivent en Allemagne. Comment s'effectue cette collaboration ? Alors les fouilles se poursuivent effectivement en Allemagne, tout simplement parce que c'est un seul site. Dans les périodes qui nous intéressent, la frontière n'existait pas. Et aujourd'hui, bien sûr, l'ensemble des archéologues qui œuvrent ici dans le parc, mosellans, sarrois, travaillent dans le cadre d'un projet collectif de recherche qui tend à comprendre la nature, l'importance de ce site à l'époque gauloise et à l'époque gallo-romaine. Donc toutes les actions qui sont menées ici sont menées dans un cadre collectif commun, même si, bien sûr, après, chaque archéologue est responsable de son secteur de fouille. D'accord. Alors qu'est-ce que les visiteurs qui viennent ici peuvent voir ? Alors aujourd'hui, le parc offre déjà un certain nombre de prestations aux visiteurs. Donc ils peuvent d'abord découvrir les thermes publics de l'époque romaine présentés sur leur pavillon muséal, un quartier artisanal et commercial qui borde l'ancienne route départementale, qui lui également est présenté, protégé, avec un parcours muséographique. Et du côté allemand, donc les vestiges de la grande villa de Rheinheim, avec en particulier le porche de cette villa qui a été reconstitué, et puis bien sûr la reconstitution de la découverte finalement la plus prestigieuse qui a été faite sur le site, c'est la tombe princière de Rheinheim, donc une tombe d'une princesse celtique du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a livré des objets en or tout à fait exceptionnels. Monsieur Petit, merci. Je vous propose de découvrir tout ça en détail avec Laure. Je me trouve avec Monsieur Marchand, guide au parc archéologique. Monsieur Marchand, bonjour. Alors où sommes-nous ici ? Nous sommes dans les thermes gallo-romains, donc des thermes qui ont existé du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. D'accord. Et donc derrière moi se trouvent 3 pièces. Alors est-ce que vous pouvez me les présenter ? Alors ces 3 pièces se composent de la manière suivante. Vous avez une pièce chaude qu'on appelle le caldarium, une pièce tiède qui est juste derrière moi et une pièce froide qui se trouve tout de suite sur ma gauche. Alors comment ça se passait ? Alors les Romains avaient le choix, la possibilité d'aller se baigner soit dans la baignoire qui se trouve dans la pièce chaude, soit d'aller se baigner dans la piscine froide, le frigidarium, soit d'aller se faire masser dans la pièce tiède ou dans les pièces chaudes et froides à côté. Et donc quelle était la place des thermes à cette époque ? Alors c'est une place très importante puisqu'à l'époque romaine, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas beaucoup de choses pour s'occuper le soir. Donc même dans la journée, on pouvait aller se rendre au bain pour rencontrer des gens, discuter de l'avenir de l'Empire, discuter de ce qu'on a fait dans la journée, en même temps se faire masser, baigner, faire des jeux de ballon, aller dans la piscine dehors, à l'intérieur, s'occuper et se rencontrer. Donc c'était un lieu surtout très convivial. Voilà, c'est un lieu de convivialité bien sûr, très important.
Monsieur Marchand, merci. On retrouve tout de suite Vincent pour un cours de cuisine. Oui, Laure, je suis aux côtés d'Alain, artisan boulanger pour l'occasion. Alain, bonjour. On vous appelle également Pistor. D'où vient ce nom ? C'est le terme latin qui désigne le boulanger et ce terme signifie broyer ou alors broyeur. Et en fait, nous savons que dans l'Antiquité romaine, le boulanger était à la fois meunier et boulanger, d'où peut-être l'expression être au four et au moulin. De quand date la première fabrication du pain ? Alors la première fabrication du pain, en fait, l'ancêtre du pain, c'est une galette. C'est un pain qui n'a pas levé, donc sans levure. Et cette fabrication remonte à peu près à 4000 avant Jésus-Christ, en même temps que l'écriture, en gros. Et quelle était la méthode de fabrication ? Bien simplement broyer quelques céréales entre deux pierres et ajouter rapidement de l'eau et très, très tôt sans doute du sel. Le sel était connu déjà depuis très longtemps. Et on fait cuire cette pâte à pain qui ne lève pas sur une pierre chaude ou chauffée par des braises. Et donc le pain a la forme d'une grosse galette, une galette assez épaisse. Donc il n'y avait pas de levure à cette époque ? Alors les levures existaient. Les levures sont les levures sauvages, elles existent depuis toujours. Mais si on laisse reposer la pâte suffisamment longtemps par étourderie ou alors volontairement, les levures vont ensemencer la pâte et vont grignoter, vont manger le sucre contenu dans la farine et dégager du gaz, ce qui fait lever la pâte. Alors le boulanger broyait lui-même sa farine. Comment il faisait ça ? Eh bien alors, pour broyer sa farine, enfin broyer ses céréales, il se servait de meules. Et nous avons retrouvé sur le site de Bliesbruck des meules de 2 diamètres différents, des petites meules, donc pour une machine que nous appelons la meule à bras, et des meules plus grandes, donc les meules à roues. Donc le pain se faisait uniquement en boulangerie. D'ailleurs, est-ce que ça existait déjà, la boulangerie, le nom boulangerie ? Oui, alors la boulangerie, le terme latin c'est Pistrinum. Nous savons que les boulangeries existaient. À Rome, elles ne sont pas très anciennes. Les premiers boulangers, c'était des boulangers grecs qui étaient employés dans des maisons très riches. Et l'existence de boulangeries dans les villes est attestée, mais rien n'empêche les gens de fabriquer leur pain eux-mêmes. Nous savons qu'à Pompéi, il y a entre 30 et 40 boulangeries. Donc dans les maisons, il y avait des fours à pain, carrément ? Alors en fait, les fours à pain ne se distinguent pas des fours que l'on peut retrouver dans d'autres maisons. Derrière nous, donc 2 fours qui fonctionnent donc pour la fabrication du pain, mais des fours comme ça se retrouvent dans d'autres maisons. Elles n'ont aucune particularité. Les fours de Pompéi sont un petit peu différents, c'est vrai. Très bien. Vous êtes en train d'animer un atelier boulangerie avec des enfants. Je vous laisse travailler. Je me trouve maintenant au cœur de la ville gallo-romaine. Alors, Monsieur Marchand, comment se compose-t-elle ? Alors cette ville se compose de plusieurs quartiers. Nous avons derrière nous un quartier de maisons d'habitation où se trouvaient des forgerons, des bronziers, des boulangers, des tabletiers qui composaient l'essentiel des habitants de la ville. C'étaient des artisans et des commerçants. Alors, quelle est sa superficie ? Alors la superficie, on ne la connaît pas exactement, mais je dirais plusieurs dizaines d'hectares. Peut-être en même temps au nombre d'habitants, autour de 2 à 5 000 habitants. Donc, qu'est-ce qui se passait dans cette ville ? Alors il se passait une grande activité, commerciale et artisanale, ça devait grouiller de vie. Les gens circulaient devant les maisons, achetaient dans les maisons d'artisans et de commerçants qui se trouvent derrière nous. Et donc leur mode de vie, c'était quoi ? C'était le commerce, essentiellement. C'était une population assez aisée ou pas du tout ? On dirait aujourd'hui modeste dans l'image qu'on se fait des artisans et commerçants, mais pour l'époque c'est un bon niveau de vie. On a du marbre dans les maisons, on a des pièces chauffées par chauffage central par le sol, on a un luxe assez important. Alors comment vous l'avez vu ce luxe justement ? D'après les objets qu'on a trouvés, on a beaucoup d'objets de la vie quotidienne en objets assez luxueux en bronze, des morceaux de marbre, des peintures murales. C'est assez intéressant. Monsieur Marchand, merci. Vincent, c'est à toi.
Pendant que tu déambules à travers les fouilles, je voulais te montrer un autre métier, celui de potier. Pour cela, je suis avec Gérard. Gérard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de poterie on réalisé ? Voilà, donc bien sûr à Bliesbruck, on retrouve énormément d'objets fabriqués en argile. Donc en commençant par les tuiles, en commençant par les objets moulés, des petites figurines, mais surtout donc toute cette vaisselle qui était déjà fabriquée sur un tour de potier. Donc toute cette vaisselle est tournée. Voilà. Donc quelle était la technique de fabrication ? Voilà, donc surtout comme je viens de dire, donc surtout le tournage. On retrouve aussi quelques pièces donc modelées, donc tout simplement fabriquées avec les mains sans machine. Mais comme je disais, pratiquement toute cette vaisselle donc, de cette époque était fabriquée donc, sur un tour de potier. Voilà. Donc, comment vous l'avez su ça, que la technique était comme ça ? Quand on retrouve ces tessons, donc ces morceaux de poterie, à l'intérieur il y a ces traces de doigts, ces traces de tournage typiques. Donc dès que les archéologues retrouvent ces tessons, ils savent tout de suite que ce sont des poteries tournées grâce à ces traces de doigts laissées à l'intérieur des poteries. Est-ce que cette technique aujourd'hui a changé par rapport à cette époque ? Bon, est-ce que la technique a changé ? Oui et non. Bon, il y a surtout pour le tour, il y a surtout le système d'entraînement qui a changé. Bon, bien sûr, maintenant, c'est surtout les tours électriques. Mais sinon, le travail avec les mains est exactement le même depuis 5000 ans. Parce que le tour, bon, ça fait environ 3000 ans avant Jésus-Christ, existe déjà 3000 ans avant Jésus-Christ. Et depuis ce temps-là, les techniques avec les mains sont les mêmes. Et quelle était la méthode de cuisson de ces poteries ? Voilà, donc là, pareil, sur le site de Bliesbruck, nous avons retrouvé des restes de 3 fours, des fours construits tout simplement avec des tuiles de récupération et de l'argile. Et donc là, pareil, nous avons reconstruit pour l'expérimentation 2 fours. Et bien sûr, dans ces fours, je fais cuire les poteries que je fabrique. Et ça fonctionne très bien. Bon, la cuisson dure, cycle total de cuisson dure environ 24 heures. Mais ça fonctionne très bien. Comment vous avez appris toutes ces techniques ? Voilà, donc avant de travailler à Bliesbruck, j'étais personnellement artisan. J'étais artisan potier. Et donc j'ai appris ce métier de poterie dans un centre de formation. Et ensuite, donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille donc, sur le site de Bliesbruck, surtout pour faire donc, des animations poterie et aussi bien sûr pour faire un petit peu d'expérimentation. Très bien, Gérard, merci. Bonne continuation. Merci. Après cet apprentissage, je vous propose de continuer la visite, mais cette fois de l'autre côté de la frontière. Nous sommes ici dans la villa gallo-romaine, à ne pas confondre avec la ville gallo-romaine. Alors, Monsieur Marchand, quelle est la différence ? Eh bien, une villa, c'est un bâtiment particulier qui appartenait à quelqu'un de très riche, alors qu'une ville, c'est composé de nombreux habitants de catégories diverses, dont modestes, la plupart. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la villa qui se trouve derrière nous ? Oui, c'est une villa qui est tout à fait importante puisqu'elle est en taille parmi les plus grandes villas de Gaulle. Elle fait à peu près 450 mètres de long sur 150 de large et couvre une superficie d'environ 8 à 10 hectares. Donc, comment elle se composait ? Alors vous avez 2 parties, une partie qui voit la présence des bâtiments du maître qui se trouve à l'extrémité et puis une partie qui est composée de 12 maisons de gens travaillant pour lui autour d'une cour. Donc justement, vous dites des gens qui travaillaient pour lui, ça a l'air très luxueux. Alors, c'était luxueux. Les gens qui travaillent pour lui étaient des gens certainement modestes, peut-être des agriculteurs. Et donc, qui habitait à l'intérieur ? Un riche personnage dont nous ignorons à peu près tout, mais qui avait des moyens considérables.
Et derrière nous, donc, il y a des gens qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ces gens sont en train de restaurer le mur d'enceinte qui fait près d'1 kilomètre de long et qui entourait de manière symbolique la villa. Ce n'est pas un mur de défense, c'est un mur symbolique. Monsieur Marchand, merci. On continue? Je suis avec Mathieu, l'un des nombreux archéologues du site. Mathieu, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre travail ? Alors le principal travail ici, et le travail d'archéologue en général, c'est de trouver principalement des structures qu'on appelle archéologiques ou historiques. Donc ça peut être des bâtiments, ça peut être des tombes, etc. Et donc finalement c'est de répertorier ces structures et ces éléments afin de retracer l'histoire en général. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon archéologue ? Alors un bon archéologue finalement ça serait quelqu'un qui saurait concilier à la fois le travail de terrain qu'on fait ici directement et le travail de recherche plus spécifique qu'on fait après la fouille, c'est-à-dire des références entre les différents objets pour permettre de les dater dans le temps et d'avoir une vision qui finalement n'est pas centrée sur un site mais d'élargir au maximum sur une région ou une zone. Voilà. Alors, quelles sont les différentes étapes d'une fouille ? Alors, une fouille, généralement, la première étape, c'est le décapage qui se fait mécaniquement, donc comme vous le voyez derrière nous avec une pelle mécanique, pour découvrir au fur et à mesure les structures qui composent le sol. Donc c'est à la fois une partie de géologie, une partie d'archéologie, vu que justement on retrace finalement l'histoire du sol par la stratigraphie, et au fur et à mesure on met à jour des structures. Comme je vous l'ai dit, donc ici on a principalement trouvé des structures de routes, d'empierrement, mais aussi ce qui pourrait correspondre à des tombes gallo-romaines. Alors, quels outils vous utilisez ? Alors ça va de l'outil assez gros qu'on voit derrière nous, qu'on ne peut pas conduire nous-mêmes, vu que c'est un travail vraiment particulier, donc ici la conduite d'une pelle. Par contre, après on utilise du travail principalement de jardinier. Ça peut être des outils comme la pioche, la pelle, la truelle qui est plutôt taillée ainsi pour avoir plus d'accroche au sol et permettre de travailler à plat. Donc toujours avoir cette optique de travailler bien à niveau pour faire des relevés au niveau du plan et au niveau des coupes. Ensuite, comment vous faites pour dater tout ce que vous trouvez ici ? Alors généralement la datation c'est principalement grâce au matériel qu'on trouve. Donc sur des couches on peut trouver très bien de la céramique, des monnaies romaines ou plus anciennes, des éléments en fer comme des clous et des clés par exemple. On a aussi trouvé beaucoup de clés ici. Donc finalement en comparant avec d'autres sites qui soient lointains ou plus proches et qui ont déjà été datés, on réussit finalement par des recoupements et par de la bibliographie à retrouver par exemple la datation d'une route ou d'une maison. Et dernièrement, vous avez découvert quoi ? Alors principalement ici pour le moment, on a trouvé quelques éléments qui pourraient correspondre, donc on n'en est pas encore certain, à des tombes gallo-romaines que nous n'allons pas fouiller en entier cette année. Par contre, sur le tracé de cette nouvelle axe qui mènera au musée, nous avons trouvé quelques éléments de route, de chemin, et également derrière nous un fossé qui pourra correspondre à un drainage ou à des choses comme ça. Et donc à l'intérieur on a retrouvé du matériel là, comme des ossements, un peu de céramique qui permettent finalement de dater ce fossé qui est probablement gallo-romain. Très bien Mathieu, merci, bon courage pour la suite. Laure, où en es-tu de ton voyage ? Écoute Vincent, je me trouve toujours en Allemagne où les archéologues ont trouvé la perle rare qui fait la fierté de tout le parc. Il s'agit de la tombe de la princesse de Rheinheim. Alors monsieur Marchand, qui était cette personne ? Alors c'était une personne très riche dont nous ignorons tout du statut. On dit aussi la prêtresse de Rheinheim. C'est une femme d'un rang social élevé. Et donc nous étions à quelle époque ? Alors nous sommes à l'époque proto-historique, nous sommes donc à l'époque gauloise, nous sommes vers 400 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait la rareté de cette tombe justement ? Eh bien, la présence d'une femme. À l'époque, on a une société plutôt, les hommes sont dominants, donc une tombe féminine, c'est plus rare. Et puis surtout, la qualité des bijoux et des objets trouvés dans cette tombe. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette tombe ? Alors, c'est l'abondance de son mobilier. Un torque au cou en or massif, des bracelets en or, une cruche tout à fait spectaculaire en bronze recouvert d'or, un collier en perles d'ambre, un miroir, des fibules extraordinaires. Voilà l'essentiel des trouvailles. Alors justement, pour revenir sur la cruche, quelle était sa symbolique ? Alors la symbolique, c'est la mort après la vie. Une fois que la personne est morte, elle est enterrée, on pense qu'elle va encore renaître. Et donc on lui met un plat avec de la nourriture, des boissons dans des cornes et une cruche avec du vin probablement. Monsieur Marchand, merci pour ce voyage au cœur de l'histoire gallo-romaine. Vincent, je crois que tu as encore quelque chose à nous dire. Oui Laure, je suis de retour avec Monsieur Petit pour nous parler de l'avenir. Monsieur Petit, quels sont les projets du parc ?
Alors les projets du parc sont bien sûr nombreux. D'abord bien sûr d'étendre les fouilles, de comprendre les secteurs qui ne sont pas encore explorés aujourd'hui, et deuxièmement aussi de développer l'aménagement du parc. Donc une première chose, c'est la construction d'un centre d'exposition qui est en cours actuellement, donc qui servira en particulier à présenter les découvertes qui ont été faites sur le site, et qui en 2007 accueillera donc une grande exposition organisée en coproduction avec Pompéi, dont le titre est De Pompéi à Bliesbruck-Rheinheim en toute modestie. La deuxième chose, qui est également un projet extrêmement important pour le grand public aussi, ça c'est pas fait pour les archéologues, c'est pour permettre au grand public de comprendre les résultats des recherches qui ont été faites ici, c'est la création de ce que nous appelons une zone de restitution, dans l'idée très simple, c'est de prendre quelques-unes des maisons que nous avons fouillées ici, en particulier celle du quartier ouest, et de présenter au public une reconstitution à l'échelle 1 de ces maisons, avec tous leurs aménagements intérieurs. Donc comme ça, le public découvrira à quoi ressemblait une maison romaine, comment on y travaillait, et en même temps, à travers ce projet, de lui expliquer toute la démarche des archéologues, donc depuis la fouille jusqu'à la reconstitution de ces maisons. Donc ça, c'est prévu pour quand ? Alors ce projet-là, le centre d'exposition est terminé l'année prochaine. L'exposition de Pompéi à Bliesbruck-Rheinheim, c'est de mai à septembre 2007. Et la zone de reconstitution sera achevée, allez, on va être optimiste, en 2008 ou en 2009. D'accord. Dernière question, quels sont les horaires d'ouverture du parc ? Alors le site est ouvert en saison tous les jours de 10h à 18h. La fermeture annuelle étant en novembre, décembre et janvier. Monsieur Petit, merci, bon courage pour la suite. Laure, je te laisse le mot de la fin. Vincent, merci. Je viens juste de repasser la frontière. Vous l'aurez donc compris, cette émission se termine. J'espère que vous avez apprécié cette excursion un peu particulière, mais très instructive. En attendant, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de Zoom 57. Salut à tous!